chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Art Racaille du 29 mai 2018, le ciel est incertain sur Paris, qui sera consacré aujourd'hui dans sa partie artistique au graveur France Mazerel, un graveur extraordinaire du siècle dernier, et de l'avant-dernier aussi d'ailleurs, qui a passé sa vie, c'est sa passion en tout cas, qui a passé une vie passionnée en tout cas, à graver, si vous voulez, des images qui sont principalement, dont le sujet principal est le peuple. Vous voyez, le peuple. P-E-U-P-L-E. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, le peuple, n'est-ce pas ? Voilà, mais du temps de Mazerel, on savait ce que ça voulait dire, en tant que lui savait ce que ça voulait dire. Voilà. Il a si vous voulez, on va développer ça tout à l'heure. Alors, je vais arrêter mon blabla parce que si je déflore toute l'émission avant qu'elle ait lieu, vous n'avez plus tout à fait un intérêt à l'écouter. Bon, vous venez d'écouter Le Temps des Cerises de Noir Désir, un groupe encore malheureusement disparu, un peu comme Mazerel. Bon, enfin, il nous reste les chansons, la Mazerel, il nous reste les gravures. Pour une émission qui se veut, en tout cas, qui essaye, qui se raccroche au rideau, un regard en marge sur l'art et dénoncer aussi, dans le même temps et avant tout, les sales coups de la politique politicienne en toc. Une petite citation pour la route concernant mon futur et proche presse-papier. La liberté, c'est l'enfant de la classe ouvrière, né sur un grabat de misère et de mine chétive encore, mais qui porte en soi une incomparable vitalité secrète et dont le regard de flamme appelle la liberté d'un monde nouveau. Et c'est de camarade Jean Jaurès. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. C'est le 01 43 71 89 40.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as d'Héliogabal, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macquart. C'était Fille d'ouvrier, interprétée par Michel Bernard, et j'ai raccroché au nez de Françoise. Voilà. De François, ah oui. Françoise, ouais. Oui, bah excuse-nous, Françoise. Oui, une magnifique chanson. Enfin, c'est quand même totalement insoutenable. Ouais. Bah, Françoise nous parlait justement d'une émission hier sur France Culture, dans Page arrachée, où il y avait des textes de Camus et on parlait justement de ce qui se passe actuellement. Donc, c'était après, en écoutant cette chanson, quoi. Ouais. Voilà. Et par contre, pour nous, cette chanson, elle est un peu un hommage, enfin, en tout cas, un coucou amical à une camarade femme de ménage, dont je vous tairai le nom, puisque ça l'énerverait passablement si je la citais. Une femme de ménage qui exerce son magnifique métier dans notre librairie Publico, voyez-vous. Elle la maintient propre, voilà, pour tous ceux qui fréquentent ce lieu de perdition. Et cette femme de ménage, c'est quasiment une vocation chez elle. Son papa l'a foutue à 14 ans chez des gros bourgeois de sa province pourrie, comme toutes les provinces, pardon les provinces, hein, mais bon, la bourgeoisie provinciale, elle est au moins aussi pire que celle de Paris. Voilà, à 14 ans, papa la refourgue donc à des bourgeois pour nettoyer leurs bauges. Voilà, c'est tout à fait enthousiasmant, surtout à la période de l'adolescence où, si vous voulez, on est plutôt au temps des amours, des désirs de dépassement, d'idéal, d'émancipation, d'espérance, pas encore morte. Mais elle est au turbin, voilà.
Et je l'ai rencontré par hasard et pas sur le pont des Arts, mais au départ d'un rassemblement pour rejoindre le mur des fédérés au Père Lachaise. J'ai toujours envie de dire le Père Tabouret d'ailleurs. Bon, enfin, pourquoi ce Père Lachaise? C'était un rencard à Publico, vous savez, notre librairie que justement cette femme de ménage d'élite maintient dans un état de propreté parfaite. Et là, on a rencontré, il y avait des camarades qui cassaient la croûte avant le départ pour la nécropole parisienne, d'autres qui attendaient ceux qui cassaient la croûte pour pouvoir déménager, avec drapeau et c'est tout d'ailleurs. Il y avait un petit garçon aussi, mignon comme tout, voilà, qui nous accompagnait, avec sa maman bien sûr. Bon, je vous tairai le nom, parce que tous ces gens-là, ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Je tiens pas à me faire tataner. Après cette émission, bon, toute une petite bande, on se tire donc vers le Père Lachaise. Mais son entrée, pas l'entrée principale que je connais par cœur, à côté de la rue du Repos, là, mais par le haut. Ouais, c'est par Gambetta. Et là, tout le monde était paumé à la sortie du métro Gambetta, en bon parigot. Enfin bon, après moult tergiversations, nous nous sommes bien dirigés sur la bonne ouverture, la bonne entrée, quoi, en quelque sorte. Et là, on a rejoint un camarade qui nous attendait, qui attendait les drapeaux, qu'on avait en fagot, parce que comme il nous les a dit en nous accueillant, il y a les cocos qui sont là, et qui commencent à démarrer vers le mur des fédérés, et il faut pas qu'on se laisse manger la laine sur le dos par ces cocos. Donc, informé du blot, on se met en route, ou que notre camarade qui nous dit, qu'on va se mettre sur une bubute, qui est à gauche, là, du mur des fédérés, parce qu'on va dominer comme ça la marée rouge. Il faut dire qu'ils ont beaucoup de drapeaux. Nous, on n'est qu'une demi-douzaine, ou peut-être, allez, on va dire 10, quoi, à tout casser. Je sais même pas si on était 12, avec des drapeaux noirs, et sur notre bubute. Ah, qu'est-ce que ça le faisait? J'aurais bien aimé qu'un camarade fasse une photo, parce que je trouvais que l'image était intéressante, quand même, hein. Et donc, on dominait les cocos. Les cocos qui se sont essayés, si vous voulez, à chanter des chants révolutionnaires, c'était pitoyable. Avec un discours, évidemment, etc. Comme si c'était eux qui avaient fait toute seule la commune, alors qu'il n'existait pas le Parti communiste à cette époque-là. Mais par contre, les libertaires existaient, ils y étaient, eux. Les Vallès, les Courbet, toute la bande, là. Il y était Louise Michel, sans l'oublier, évidemment, puis d'autres nanas, hein, qui sont aussi méritantes, donc, pas vous gaver avec les noms, mais bon. Bon, bah, ça s'est passé comme ça, et on était donc sur notre bubute. Nous, on n'a pas chanté. Moi, ça me démangeait, mais bon. On laissait faire les cocos, qui arrivaient pas très bien, d'ailleurs, et dont l'audience n'a pas été quand même il n'a pas marqué, si vous voulez, cette journée. Enfin, bref, je pense que notre place, elle devait être en bas, à nous, pas à l'écart, comme ça, mais bon. Il y a des choses qui sont un peu dommageables, je trouve, pour notre image. Enfin, c'en était une de ces choses. Enfin, il y avait quand même des camarades qui étaient là, puis un tout petit camarade, hein, je répète, un tout petit bout de chou, là, qui était là aussi, qui allait de l'un à l'autre, là, avec l'insouciance de son âge. Voilà. Bon, puis il a fallu revenir à Publico avec la fournée de drapeaux, les ramener, et puis bon, je traînais un peu de la savate en queue de peloton avec la femme de ménage. Et donc on a causé tous les deux, voilà. Bon, elle n'a pas dit grand-chose, hein, parce que c'est pas une grande causeuse, mais elle m'a un petit peu donné un aperçu de sa vie ouvrière en usine, et aussi ouvrière en chambre, si on peut dire, quand elle faisait le ménage chez les bourgeois, voilà. M'a confié aussi que sa préférence allait plutôt pour le boulot de ménage que pour le boulot d'usine, où il paraît que c'est quelque chose d'effroyable. Enfin, où, si vous voulez, la solidarité ouvrière en prend un vieux coup dans les naseaux, et je suis pas très étonné, bien que je connaisse rien à ce monde. Enfin bon, c'est des êtres humains, et les êtres humains, j'ai pas une confiance innée dans leur générosité. Et voilà, et cette camarade m'expliquait, bon, très très sommairement, elle s'est pas étendue, hein, sur ce milieu prolétaire, voilà, qui est pas vraiment humain. Bon,
Et là, elle continue d'une manière bénévole à travailler à Publico pour, je répète encore une fois, nous laisser une librairie fréquentable. Voilà. Alors bon, j'en ferai pas plus que ça, mais j'aurais bien envie quand même d'en faire une histoire, une vraie histoire, pour que sa parole, mais surtout sa vie, ne reste pas oubliée, pour toujours, ainsi que celle de milliers de millions de ses semblables, à jamais perdue, dans le néant de l'indifférence d'en haut. La France qu'un connard a qualifiée d'en bas. Quand on connaît celle d'en haut, on n'a pas une envie pressante de se mêler à elle, mais à celle d'en bas, oui, intimement. Voilà, de s'y fondre même, de s'y diluer même, pour y côtoyer toutes les femmes de ménage qui y font leur vie, se réchauffer à leur générosité, à leur beauté humaine, à leur esprit sans saleté. Voilà. Et respect pour la propreté de notre librairie anarchiste, qu'une femme de ménage bénévole astique pour la maintenir dans cet état. Ouais. J'insiste sur le côté bénévolat. Et non seulement elle travaille, parce qu'elle continue à travailler, je pense qu'elle travaille encore. Non, elle travaille plus, elle est à la retraite. Elle a plus de 70 ans, je pense. Enfin, je sais pas. Je veux pas demander trop de détails sur sa vie. Enfin, en tout cas, le peu qu'elle m'en a dit, ça m'a complètement bouleversé. Voilà. Elle m'en a dit très très peu, mais bon, c'est pas la peine de m'en raconter trop. Je pars au quart de tour pour les choses comme ça. Voilà. Parce que je découvre en fait un monde complètement dont j'ignore complètement la façon de fonctionner, etc. Mais je me dis que s'il y en a quelques-unes comme elle dans ce monde, ça vaudra le coup quand même de s'y intéresser un petit peu plus. Oui, tout à fait d'accord, effectivement. Rendre visibles tous ces gens qui sont globalement invisibles, quoi. Oui. Que notre société veut ignorer absolument, quoi. Absolument, oui, tout à fait. C'est ceux-là qui on ratiboise les minimums sociaux, on ratiboise les aides au logement, on ratiboise tout, quoi. Ils sont trop, quand même, merde, comme ces cheminots, là, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des nantis. On rigole. Voilà, alors moi, je vais faire un presse-papier, toujours tourné sur l'écologie. Ah oui, alors une citation d'abord d'Hérodote, comme quoi le pouvoir n'est rien, seul compte l'influence, donc c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau. Et on est toujours dedans. Donc voilà, là je vais parler de la loi littorale. C'est un article qui est sorti dans le Canard enchaîné de la semaine dernière, donc sur la remise en question de cette loi littorale. Il y a une nouvelle loi, c'est la loi Elan, qui va permettre justement de dégager la route pour les bulldozers. Donc l'examen à l'Assemblée du projet de loi Elan, destiné à accélérer les procédures d'urbanisme, a ouvert toutes grandes les vannes des bétonneuses. Première victime, la loi littorale, votée au Parlement pour protéger l'urbanisation des territoires côtiers. Avec l'avis tout à fait favorable du gouvernement, la Commission des affaires économiques a adopté le 16 mai des amendements qui ouvrent des brèches dans ce texte considéré comme sacré par les défenseurs de l'environnement. Le projet proposé le 30 mai à l'ensemble des députés permettra de construire dans des zones d'urbanisme diffuses situées en bord de mer, en clair, de bétonner des espaces restés à l'état naturel entre des constructions existantes. Voilà, c'est ce que résume Julien Lacaze, qui est vice-président de l'association Sites et Monuments. Les maires pourront même y installer des équipements industriels à alibi écolo, du type centrale photovoltaïque ou éolienne. Donc le projet de loi libéralise en outre la possibilité de construire des installations agricoles dans des zones côtières censées rester vierges. Et pour calmer les grincheux, le gouvernement a seulement promis par la voix du secrétaire d'État Julien de Normandie que la bande de 100 mètres mesurée à partir du rivage demeurait inconstructible. 100 mètres, on voit tout à fait ce que ça peut représenter à partir d'un rivage. Et quand on connaît Julien de Normandie, on peut ricaner. Donc dénoncé également par la puissante fédération France Nature Environnement, ces amendements ont en revanche été accueillis par un silence attourdissant par qui, Robert? Par notre éco-tartuffe national, Nicolas Hulot. Oh non, on n'y croit pas, Nicolas, alors qu'est-ce que tu fous, vieille branche?
sa marionnette d'éco-tartuffe, elle est increvable. Hein. Je ne sais pas comment il peut faire le matin pour se regarder dans la glace s'il se rase ou s'il se coiffe. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais enfin, s'il était écolo, effectivement, Macron l'aurait pas pris comme ministre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, donc de quoi se tenir les côtes. En janvier 2017, ce futur ministre de la Transition écologique figurait parmi les premiers signataires de la pétition « Ne touchez pas à la loi littorale ». Donc cet appel avait conduit au retrait d'un texte justement élaboré par le Sénat qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'actuel. Hop, on l'a enlevé et on le remet. Et là, Nicolas Hulot, il a perdu sa langue. Donc, emportés par leur élan, l'Élysée et Matignon ont également bétonné les projets de construction sur l'ensemble du territoire, avec l'article 24 qui limite fortement les possibilités de recours en annulation des permis de construire, y compris pour les associations. Et surtout, avec l'article 15 qui rogne fortement les ailes des architectes des bâtiments de France, qu'on appelle ABF. Donc l'accord de ces fonctionnaires du ministère de la Culture est indispensable pour tous les chantiers concernant un monument, ses abords ou un site protégé. Mais certains maires les accusent de se montrer trop tatillons et de gêner le développement économique. Les chiffres les contredisent. En fait, sur les demandes, sur 200 000 demandes, il y en a seulement 6,6% qui ont un avis défavorable. Donc, en fait, globalement, tout ce qui a passé passe. Voilà. Et après négociation, en fait, il en reste plus que 0,1% des dossiers qui sont refusés par les bâtiments de France. Donc, le gouvernement, soucieux de séduire les élus locaux, a décidé de s'attaquer à ce 0,1% au marteau-pilon. Et l'avis donc des architectes des bâtiments de France sera à l'avenir purement consultatif pour les permis de démolition concernant des immeubles pittoresques ou remarquables mais non classés, décrétés insalubres ou en péril. Donc c'est le même régime pour des bâtisses visées par des opérations de revitalisation lancées par l'Agence nationale de l'habitat. Et dans le secteur sauvegardé de Perpignan, par exemple, la mairie et l'agence pourront concrétiser leurs projets de destruction de certains immeubles médiévaux, mesquinement blottés jusqu'à présent par les bâtiments de France. Donc voilà, les ABF conserveront leur droit de veto pour certains permis de construire et pour les monuments historiques classés. Et une disposition de la loi Elan en dégonfle toutefois la portée. Elle prévoit de ne plus accorder au préfet qu'un délai de 5 jours pour répondre aux recours en annulation déposés par les promoteurs ou les maires. Et passé ce temps imparti, l'avis défavorable partira au panier. Et voilà. Et là, que fait Françoise Nyssen justement ? Elle qui est ministre de la Culture, elle est silencieuse aussi. Donc voilà, on a deux pantins qui se taisent. Ouais. Voilà, donc Françoise Nyssen, pourquoi préférer les vieilles pierres aux jeunes bétons, hein ? On se pose la question. Oui, Renon, tous ces guignols, là, mais c'est à vomir, franchement. Le mardi matin, quand j'entends des trucs comme ça, moi j'ai envie de me flinguer, mais vraiment de me flinguer. On est dans un monde, enfin bon. Ouais. Voilà. Alors, merci, monsieur Macron. Hein. Voilà, et là c'est pareil, il y avait juste aussi un petit article dans le Canard qui était intéressant, que j'avais envie de nommer, c'est justement sur les patrons de télé et la publicité avec le nouvel affichage Nutri-Score qui doit permettre dans les publicités concernant l'alimentation de faire en fonction du vert, ça va du vert au rouge selon la malbouffe, quoi. Donc, et là les patrons de télé en fait sont en train de freiner pour que cet affichage apparaisse parce que derrière il y a un gros lobbying effectivement des pubs qui concernent l'alimentaire et qui sont foison, je crois, il y en a énormément à la télévision, donc les patrons de télé se mettent à plat devant l'agroalimentaire une fois de plus. Sous prétexte, encore une fois, si vous voulez, de perte de fric, etc. Ouais. Ils n'en ont rien à foutre. La santé des gens, c'est rien. Enfin, franchement, pour nous emmerder, le peuple qui crève avec d'obésité, tout ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, on va bouffer dans des restos qui sont pas craignos, où la nourriture est bonne, où les breuvages sont bons, bio et tout. On va en salle de sport, on fait sa gym, on s'entretient. C'est ça. Rien à foutre du peuple. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, le peuple? Qui regarde nos émissions pourries et qui se taisent, voilà, c'est tout. Non mais non mais ça vous énerve pas tout ça? Quand est-ce qu'on va faire un boycott national de toutes ces merdes qui sont dans les présentoirs dans les gondoles des supermarchés? Non mais un sac tout ça. Ouais. Et vous avez dit lobbying? Ah oui, c'est comme disait Hérodote, hein. S'il n'y a pas d'influence, il n'y a rien qui se passe, hein, quand même. Les faux culs de l'air du temps se pavanent à tous les vents. On les voit, on les entend sur les ondes et les écrans. Philosophes d'opérette,
marchand de sable prophète, qui dans les salons caquette, rond de jambes et girouette, les faux culs de l'air du temps, les modernes, les rampants, ne nous vendent que du vent, à des prix exorbitants. Tous les foireux diafoirus, jargonautes qui laïus, voudraient nous filer le virus de l'homo libéralus. Les faux culs de l'air du temps, morgonés et morts aux dents, s'en iront prêter serment au maréchal du moment. Ils manient à leur manière l'euphémisme cache-misère et servent à la cuillère la langue de bois LQR. Les faux culs de l'air du temps qui sont rentrés dans le rang, il y en a partout à présent. On est cerné, c'est navrant. Tous ils nous font la leçon en nous prenant pour des cons. Sûr que vont pleuvoir les millions lorsque nous nous y mettrons, lorsque nous nous y mettrons. Les faux culs